avant de rentrer dans le thème. Donc, Alex, certains t'ont reconnu, Alex de Sans Cravate. Est-ce que tu peux nous Ouais, expliquer qui t'es, peut-être ton parcours aussi dans l'IMO? ouais, ouais. Ben alors, Alexandre Fine, donc de Sancraat Immobilier. J'ai 24 ans et j'ai commencé l'immobilier à l'âge de 19 ans. Et ça a été après une suite logique pour poursuivre mes études. Donc, j'ai fait une licence dans le droit de l'immobilier, ce qui m'a permis d'avoir la carte T et du coup de créer l'agence immobilière qu'on a aujourd'hui avec Sans Cravate. La Et carte T, ouais, après, c'est pour être agent immobilier, c'est ça? ouais, alors la carte T, c'est la carte transaction qui est encadrée Ouais. par la loi Hoguet et qui est obligatoire pour pouvoir faire de la transaction et créer une agence immobilière. Et après, il y a la carte G, donc gestion, pour faire de la gestion locative. Ok. Ok, Et donc sans cravate à la carte T, quoi, aujourd'hui. ouais, à la carte T et pas la carte G, Ok. parce que ça nécessite un compte séquestre et des garanties financières plus importants. Et pour l'instant, c'était pas notre souhait. Et après, du coup, j'ai poursuivi mes études en master. Donc, j'ai fait master 2 en aménagement de la promotion immobilière. Donc, vraiment spécialisé sur la promotion et le marchand de biens. Ce qui m'a permis aussi d'avoir d'autres cordes, on va dire, à mon arc pour me diversifier sur les placements que je réalise aujourd'hui. Et du coup, là, Est-ce ça y pour- est, j'ai fini mes études et du coup, on se lance à fond dans Sans Cravate où on accompagne à travers de l'agence des personnes à investir dans l'immobilier. On pratique le mandat de recherche, donc où on trouve des biens rentables pour des investisseurs, que ce soit pour du locatif ou du marchand de biens ou bien des terrains pour réaliser de la promotion. Donc juste, là, c'est un peu juste plus marchand complexe. de biens, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est achat-revente, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est de l'achat-revente. Ça peut être différent. Il peut y avoir des travaux de rénovation ou bien de l'achat-revente direct sans toucher le bien. C'est vraiment acheter un bien immobilier, apporter de la valeur ou acheter très très bas. Et du coup, c'est là où on va créer notre marge et Ouais. le revendre derrière au prix du marché. Ça, C'est c'est ça. plus déjà pour des gens qui ont plus d'expérience Ouais, quand même, marchand de biens. ouais. Franchement, je le conseille pas aux néophytes. Mais après, en résidence principale, on en parlera plus tard, mais ça peut être une stratégie aussi. Et qui est beaucoup plus souple et beaucoup plus simple à réaliser. Ok. Voilà. Et après, du coup, voilà, on développe l'agence à fond et on est déjà pas mal de clients à accompagner et à trouver des biens rentables pour eux. Donc là, ça démarre et c'est cool. Voilà, donc, ouais, vas-y, pardon, ça va dire. Je voulais demander à Alex, l'agence, elle évolue, enfin, elle a une force de frappe à travers toute la France ou elle est spécialisée dans la région où tu es de Toulouse pour l'instant? Alors ouais, pour l'instant, vu que je suis seul à gérer la recherche, on est spécialisé dans le département de la Haute-Garonne, mais Ok, également de l'Aude, donc le ok, Languedoc-Roussillon, voilà, ouais, tout ce département. Voilà, et ok. Alex est un expert de certaines villes. Rien qu'avec des photos Le Bon Coin, il peut vous retrouver l'adresse, quoi. Dans certaines Ouais, villes, vous c'est me racontez ça la ouais. dernière fois, dans certaines villes, c'est un crack. Et du coup, donc ça, c'est tes études et ton parcours pro, ton parcours Ouais, investisseur. Est-ce que tu peux nous en alors dire un peu plus? mon parcours investisseur, donc j'ai commencé à l'âge de 19 ans. Donc je me suis associé avec mon père. J'avais la chance que mon père en fait, me fasse confiance. Donc j'avais les connaissances en immobilier et j'ai voulu investir. Sauf qu'à 19 ans, j'avais pas de revenus ou de fonds nécessaires pour investir. J'étais encore étudiant. Je sortais du bac. Mais il y a vraiment cette envie d'investir qui me prenait. Et du coup, j'ai commencé à faire des visites de studios sur Toulouse. Et après, je me suis dit, pour le même prix, je pouvais avoir une maison avec le triple de mètres carrés. Donc, je me suis éloigné de Toulouse. J'ai recherché autour de Toulouse quand même sur des petits villages. Et j'ai trouvé une maison que j'ai négociée. J'ai fait une offre. Et du coup, ça s'est enchaîné. C'est parti. J'ai présenté l'offre acceptée à mon père, un peu sur le fait accompli. Et il m'a dit, on y va. Du coup, on a créé une SCI qui est à l'IR, donc à l'impôt sur le revenu, comme si c'était en nom propre.
sauf qu'on est à deux. Et après, ça s'est enchaîné. Je me suis occupé des devis, de la réalisation des travaux. Ça a nécessité beaucoup, beaucoup de temps parce qu'il y avait tout à refaire. Du coup, la toiture, la façade et tout l'intérieur, que ce soit au niveau de l'électricité, de la plomberie, des menuiseries. Vraiment une grosse rénovation. Et à ce moment-là, j'étais en expatriation pour les études à Barcelone. Donc, ce que j'ai fait, parce qu'il fallait faire un peu de sacrifice quand même, tous les week-ends, je rentrais de Barcelone pendant que mes potes s'amusaient et faisaient la fête. Moi, j'allais faire les travaux le samedi et le dimanche et je repartais le lundi matin de bonne heure pour aller suivre les cours. Là, tu avais 19 ans, là? Ouais, j'avais 19 ans, ouais. C'est courageux. J'avais 19 ans, c'était pas facile, mais bon, maintenant, je regrette pas du tout parce que cette maison, aujourd'hui, malgré que ça soit une opération blanche, que j'ai pas assez négocié, donc c'est-à-dire que le loyer recouvre le crédit plus toutes les charges, mais ça m'a permis d'acquérir de l'expérience et d'avoir une gestion meilleure sur le patrimoine futur que après j'ai développé. Donc là, c'était une maison que tu loues à un seul locataire, ou un couple? Ouais, c'est ça, une un maison, couple, ouais. Voilà, ok. Donc, Ouais. non meublé. Non meublé, ouais. Non meublé parce Ok. qu'il y a une stratégie derrière, en fait. Du coup, vu que mon père il en a profité aussi, il a une forte imposition. Du coup, il a pu, avec les travaux, réduire son imposition, le passant en déficit foncier. Donc, c'est pour ça, en plus, il a pu déduire les travaux qui étaient à hauteur de 35 000 euros. Donc, c'était un plus pour lui. Donc, voilà, c'est le montage qu'on a décidé de faire. Puis, ça correspond également à la cible. Si j'allais faire du meublé dans la ville où j'ai investi sur ce type de bien, ça n'aurait pas forcément collé comme ça peut coller sur du non meublé. Yes, ok. Mais je pense on reparlera après fiscalité. Ouais. SCI, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Société Civile Immobilière. Ouais, Immobilière, c'est ça. Ouais. Et l'autre façon, c'est d'investir en nom propre. Là, c'est sans monter de société. Et une SCI, il faut s'associer avec une personne, hein, c'est ça? Ouais, ça peut être une personne physique ou une personne morale, comme une société. Vous pouvez investir en soi seul dans une SCI. Si vous avez une URL, une SARL ou une SASU, vous pouvez investir avec cette société et vous en personne physique. C'est quoi l'avantage clair de partir sur une SCI? C'est pouvoir déduire de l'imposition, c'est ça? Comment ça se passe exactement? Enfin, pourquoi je ferais une SCI plutôt que investir en mon nom? En soi, une SCI, ça a des avantages et des inconvénients. Il y a la SCI à l'IS, donc à l'impôt sur les sociétés, une SCI à l'IR, l'impôt sur les revenus. Les avantages, c'est que déjà, vous êtes généralement à deux, parce qu'il faut être deux minimum. Donc, ça permet de lever plus de fonds auprès de la banque, d'acheter à plusieurs et du coup de contrer l'indivision. Si tu achètes en nom propre avec un pote, par exemple, tu vas être en indivision et pour gérer l'indivision, c'est beaucoup plus contraignant parce qu'il y a une loi qui dit que nul n'est censé rester en indivision. Du coup, s'il y en a un, par exemple, ton pote, il en a marre, il veut sortir de l'indivision, il peut te forcer à vendre, en fait. Okay. Et ça, c'est assez contraignant. Et du coup, la SCI évite ce genre de problème. Et en fait, s'il veut sortir, il va juste céder ses parts sociales ou les revendre à quelqu'un et la gestion est beaucoup plus simple. Il ne peut pas te forcer à vendre le bien. Ensuite, ça peut être aussi un avantage au niveau de l'imposition parce qu'en SCI, du coup, si on est à l'IS, on a une imposition impôt sur les sociétés, du coup. Ouais, impôt sur les sociétés, on est à 15%, alors qu'en nom propre, si on est déjà à la tranche marginale d'imposition à 11%, on rajoute les prélèvements sociaux derrière qui sont de 17,2% et on arrive déjà à une imposition à 28,2%. Ouais. Alors, pourquoi dans votre cas, vous avez choisi l'IR et pas l'IS? Alors voilà, du coup, dans notre cas, on a choisi l'IR parce que mon père, en nom propre, du coup, pouvait déduire les travaux de ses revenus.
Ok. C'est pour Ouais. ça qu'on a choisi ce choix fiscal, on va dire. D'accord, donc Et il c'est a pour ça, pu donc, déclarer des travaux sur ses propres revenus, donc payer moins d'impôts sur son salaire, quoi, en gros. ouais, ben en fait, il a Autre. absorbé 30 000 euros en moins sur ses revenus. Donc, Dans, c'est pas négligeable. En fait, dans le cas du... Pardon, vas-y, vas-y. non, le déficit foncier, c'est intéressant pour les gens qui ont une imposition élevée. Ouais, Genre Ouais. 30 ou 41%, c'est hyper intéressant parce que tu peux le déduire. C'est comme si tu le déduisais comptablement de tes revenus. Et du coup, bah, tu n'es pas imposé à ta tranche de la part de cette part-là. Donc, en gros, si tu es oui, dans une tranche à 30% et que tu as 100 000 euros de travaux, c'est comme si tu économisais en impôts 30 000 euros. 33. c'est ça, Ok. c'est ça. Et tu disais donc que l'IS dans la SCI, il est de 15%, c'est ça? Exactement. Il est de 15% Et si on ne dépasse pas un ok. revenu, si on ne dépasse pas, si de tête, je crois que c'est 38 38, ouais. 500 Ouais, euros. quelque chose comme ça, ouais. Ouais, voilà. Si on ne dépasse pas ça. Et souvent, les investisseurs, c'est ce qu'ils font, ils achètent un immeuble, 2 immeubles peut-être dans la SCI. Et dès qu'ils vont arriver au plafond des 38 000, au lieu, s'ils le dépassent, ce plafond, ils vont être imposés à 26,5%. Eh bien, ils vont recréer une SCI pour réinvestir dans d'autres immeubles et éviter du coup d'être imposés à la tranche supérieure des sociétés qui sera de 26,5%. Ouais, ça, c'est le next level. Tu as plusieurs Ouais, SCI pour rester à 15%. Et après, ouais, tu te fais même une holding pour répartir mieux les charges, etc. exactement. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Après, l'avantage aussi d'investir en SCI, c'est qu'à travers d'une holding, on peut permettre de faire circuler l'argent dans les différentes sociétés qu'on a, qu'on peut avoir. Et ça aussi, c'est un gros avantage. Et ensuite, c'est la transmission qui est plus simple pour intégrer les enfants, la famille ou utiliser du démembrement de propriété. C'est plus simple de le faire en SCI aussi, pour De éviter transmettre. notamment les droits de succession et tout ça. Et ouais, en nom propre, il peut y avoir des droits de succession qui sont assez élevés. Donc, tu Ouais. recommandes le format SCI même pour un premier achat, pour un premier investissement pour une personne? Non, alors je recommande pas le choix de la SCI. C'est vraiment au cas par cas. En fait, il n'y a pas D'accord. de solution de miracle et de réponse Toute faite. toute faite. Ouais, c'est vraiment au cas par cas en fonction de sa stratégie, de la vision que l'on a et de ce qu'on veut faire derrière. Parce que la SCI aussi, il y a plein de contraintes, hein, comme il y en a plein en nom propre, mais notamment la contrainte, si on veut se sortir de l'argent, si on a une SCI imposée sur les sociétés, si on veut se sortir de l'argent, ben, ça va être comme les dividendes, on sera imposé à 30% à la flat tax. Ok. Comme des dividendes Donc, sur un compte titre. voilà, du coup, ça fait une double imposition. Ça fait 15% d'impôt sur les sociétés, plus sur les résultats, si on veut se verser des dividendes, ça va être de 30%. Donc, en soi, ça fait 45% d'imposition si on veut vraiment avoir l'argent sur son compte courant. Voilà, parce que certains, sinon, laissent l'argent sur la société pour avoir derrière une force élevée du capital pour réinvestir, c'est ça? Ouais, oui, même, ils vivent aussi, généralement, tu vis sur ta société, tu te fais passer beaucoup de frais. En Ah plus, oui, ça va voilà. venir réduire ton revenu imposable. Et vu que c'est de l'immobilier, il y a vraiment beaucoup de choses que tu peux faire passer dessus. Bon, après, je vais pas Ouais. on va pas rentrer dans la bulle Ouais, non plus, mais on voit. voilà, il y a un équilibre à trouver. Alors, il y a une Ça, question. faut un peu. Il y a une question dans le chat Ouais. qui dit Alexandre, tu parles de SCI LIR avantageuse pour ton père, mais toi, qu'est-ce que tu y gagnes si ton imposition n'est pas élevée? Et je pense que toi, ce que tu gagnes, c'est de pouvoir investir parce que tu étais jeune, tu n'avais pas beaucoup d'argent. Et les banques, s'il investissait tout seul, lui auraient dit non, en fait. Exactement, c'est ça. Ben, j'ai pris, en soi, c'est tombé un peu comme ça. Puis après, c'est vraiment la cible aussi que je visais. C'était de la location nue. Enfin, ma cible, aller chercher un logement en location nue. Puis après, l'IR, c'est tombé comme ça. Mon père, j'ai eu la chance déjà qu'il m'accompagne sur ce type de projet.
Puis ça m'a permis d'avoir de l'expérience et vraiment de monter un niveau au-dessus dans l'immobilier déjà à l'âge de 19 ans. Ça m'a permis, voilà. Après, en soi, ce que j'y gagne aujourd'hui, j'y gagne rien à part que au niveau de la banque, j'ai déjà amorti du capital, enfin, et j'ai constitué un patrimoine. Et aux yeux de la banque, ça, ils le prennent en compte. Et à savoir que j'ai mis, enfin si, en soi, j'ai mis un peu de sous, parce que les travaux, il y a eu un dépassement, du coup, un autre sacrifice, j'ai vendu ma voiture pour finir la toiture. Mais en soi, j'avais pas mis d'argent dès le départ, et ni mon père. C'est sans apport. Mais voilà. Ouais. Ok. Et après, est-ce que tu as fait d'autres investissements? Alors après, j'ai fait avec la stratégie de prêt étudiant, du coup, j'ai réalisé par opportunité vraiment des places de parking que j'ai achetées du coup proche de Toulouse, très proche de Toulouse. Donc, c'est 2 places de parking en sous-sol. Je les ai achetées 2 500 € la place. C'est des places boxables. Et du coup, je suis en train de les revendre à 9 000 € la place. Ouais, ok. Sacré plus-value. Donc, ouais, c'était quand cette opération? Alors, en soi, je les ai achetés à mes 20 ans. Enfin, ça fait 2 ans que je les ai. J'avais 21 ans, je crois, à peu près. Ça fait 2 ans. Je voulais les revendre direct. Donc, 3 mois après, j'avais trouvé l'acheteur. Ça passe chez le notaire. On est prêt à signer le compromis. Et là, le notaire qui m'appelle, il me dit « Oui, monsieur Finn, on a trouvé une loi sur les places de parking, vous ne pouvez pas les vendre. Enfin, en tout cas, moi, je ne vous passe pas l'acte parce qu'il y a lésion pour récession ou récession pour lésion, en fait. Et je vendais plus de 7/12 du prix que j'ai acheté les places, en fait. Trop de Mais plus-value. c'est un truc de débile un peu parce que c'est vraiment, on voit encore une fois l'État qui restreint. Et en fait, c'est pour éviter la spéculation. Ouais. Et en soi, récession pour lésion, en fait, j'avais fait une trop bonne affaire. Et par rapport au vendeur qui m'a vendu les places, eh bien, ça ne le faisait pas. Du coup, il pouvait soit me demander de lui rendre la chose, donc les places de parking, soit lui donner une part de ma plus-value, ce qui représentait 90%. Donc, j'ai dit, je vais attendre 2 ans, je vais louer les places et je les revendrai après. Donc voilà, ça m'a fait perdre 2 ans. Bon, soit c'est pas grave, j'avais aucune mensualité de crédit dessus, vu que c'était avec un prêt étudiant. Et là, du coup, ça fait 2 ans depuis 2 mois. Et là, c'est sur le bon coin. Et j'attends. Tu les loues combien? 50 € la place. 50 € par mois. Et ouais, Ouais. il n'y a pas de charge. par Il y a des mois, charges. Si, il y a des charges. Ouais, il y a des charges. Il y a des charges et il y a une taxe foncière aussi. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais c'était c'est rentable très quand même sur l'année. 50 € par Ouais, mois. ça me payait les charges de la taxe foncière. Attends, Ok. parce qu'au prix d'achat de 2 500 €, 50 € par mois, ça fait 600 € par an. Ouais. Il a un rendement de 25%, Alex. Hein. Ouais, non, mais alors en soi, parce que j'ai pas tout dit, parce que j'ai acheté 2 places, du coup, ça fait 5 000 €, 2 500 € la place. Et après, il faut rajouter les frais de notaire. Et les frais de notaire sur un petit bien comme ça, ils sont de 23%. Ah ouais. Du coup, ça m'a, en gros, ça m'a fait une enveloppe à 6 000 € globalement. 6 000 €, ok. Voilà. Oui, mais les frais de notaire, c'est un one-shot. C'est-à-dire que… Ouais, mais tu le prends en compte dans le calcul de renta. Ouais, oui, mais pour pour la première année. Mais à partir de la deuxième année, peut-être que sa première année, son rendement, s'il calcule à partir de 6 000, enfin 3 000 à la place, on va dire, ok, mais ça lui fait quand même un très bon rendement. Oui. Après, à partir de la deuxième année, il est en train de faire 20-25% par an. Ouais. Mais en termes de cash flow, il dit que il s'en faisait pas parce qu'il derrière, il faut qu'il paye la taxe foncière et les charges. Ouais. Oui, mais les taxes foncières et les charges, c'est à 50 € par mois? Ouais, c'est ça. Enfin, il y a la taxe foncière, c'est
c'est moins que ça parce que c'est 110 euros, Par an? 110 euros par an. Donc, Ouais. Par an, par place? non, sur les 2 places. Ah, Ok. ça va. C'est 55 euros par place. Et les charges de copro, après, il y a eu des travaux qui ont été votés en Assemblée générale aussi. Ça m'a un peu, Et ouais. ça m'a mis un peu mal. Ben, ça, c'était une grosse, un immeuble assez important. Du coup, ben, même si j'ai des petites tantièmes, ben, les travaux, le ravalement de façade, je l'ai senti un peu passer quand même. C'est Ok. toujours intéressant aujourd'hui d'acheter des places de parking? C'est intéressant pour moi de les acheter en lot. Si par exemple, il y a un vendeur qui vend 10 places de parking dans son ensemble, en lot, du coup, là, ça peut être intéressant. Après, à l'unité, aujourd'hui, surtout sur Toulouse et dans les autres grandes villes, je pense que c'est à peu près les mêmes prix. On tourne autour de entre, ça va de 10 000 à 30 000 euros, ça peut aller. Et la place de parking en centre-ville, tu vas peut-être l'acheter, oui, 25 000 euros, tu vas la louer derrière 120. Pour moi, c'est pas la meilleure opération à faire et il y a mieux à faire pour débuter. Après, ça permet vraiment de se familiariser avec l'investissement et toutes les étapes et le processus à mettre en place pour acquérir un bien immobilier. Mais après, je dirais pas que c'est le meilleur investissement, quoi. Moi, j'ai fait une bonne affaire, mais à la revente. Après, en termes de location, il y a mieux. Toi, c'était un petit peu une anomalie de marché, quoi. 2 500 € Ouais, la ouais, mais place. complètement, ouais. C'était, ouais. Et donc là, tu vas la revendre à 9 000 € la place, c'est ça? Ouais, 9 ou 9 8, 000, ouais. je suis pas. Après, je pense que je vais utiliser je dis ça, mais en soi, la plate, je vais la vendre 7 500. Parce que si je vends les deux en même temps, faut pas que je dépasse une enveloppe de 15 000 euros. Parce que si je dépasse D'accord. 15 000 euros, je vais être imposé au-dessus. Parce que si je vends mes places 15 000 euros, j'ai une exonération d'impôt, donc je vais prendre 15 000 euros, c'est pour moi et pas d'imposition. Si je vends par exemple 17 000 euros, je vais me prendre 36,2% d'imposition et là, je suis perdant. Donc, autant que je baisse mon prix à 15 000, que je les vende à 15 000, qu'à 17 ou avec Ouais. l'imposition, mes places, elles vont me revenir à 12 ou 11 000, quoi. Donc, acheter 6 000, revendu potentiellement 15 000, donc une plus-value de Ouais, 9 000 euros. ouais, Donc, une sacrée affaire quand même avec mais ouais, des places où il n'y a rien à faire. ouais, il n'y Place a de rien à faire. parking, il n'y a rien à faire, quoi. C'est ça. Et puis les bails, ce que tu me disais aussi, c'est que les baux, du coup, les bails au pluriel, je sais pas Ouais, si on dit baux, ouais, les c'est baux ça. sont ultra simplifiés, c'est-à-dire le mec qui paie pas, t'appelles la dépanneuse et c'est fini, quoi. Tu mets Ouais, fin c'est au ça. bail en 2 semaines, c'est ça? Ouais, mais même pas. Tu l'appelles après, tu peux mettre un préavis aussi dans le bail, mais le mec, s'il paye pas, oui, tu appelles la dépanneuse ou tu mets une chaîne ou maintenant il y a des blocs qui se mettent comme ça là sur les Ouais, places de parking. Tu mets ça et il revient plus. Et c'est très très souple, contrairement au logement. Un bail de place de parking, tu peux le louer au jour, enfin à la journée, à la semaine, au mois. C'est vraiment très 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 souple. ouais. Beaucoup plus que des locataires dans Ouais, dans ça un par appart qui contre ne paie pas, et là, c'est plus dur, quoi. ouais, c'est un des avantages majeurs aussi d'investir dans des places de parking. Ouais. Après, bon, il y a des techniques, du coup, pour bien choisir ses locataires, un petit peu pour essayer de ne Ouais, pas avoir d'ennuis. Peut-être qu'on en parlera. ouais. Est-ce que tu as fait d'autres investissements ou c'est fini là? Non, après j'ai fait toujours avec un prêt étudiant, du coup j'ai investi dans un appartement, du coup dans l'Aude. Donc c'est un Juste, appartement. pardon, Ouais. Alex, est-ce que c'est légal de prendre un prêt étudiant pour faire ce genre de choses? Alors j'ai une avocate et c'est elle qui m'a constitué la SCI où on a Ok. transféré les fonds du prêt étudiant sur le compte de la SCI, donc je l'y ai posé. Et elle m'a pas dit que c'était illégal. Elle m'a pas dit que c'était légal non plus, parce qu'en soi, ça sert à financer des études et pas de l'immobilier. Ouais. Mais c'est moyen, quoi, on va dire. Il faut savoir ce qu'on fait, parce qu'on peut vraiment vite se planter aussi avec un prêt étudiant et on peut vite se retrouver dans la merde et après, une fois le différé fini, avoir des mensualités de 500 à 1 200 euros. Et vraiment,
financièrement, ça peut nous mettre à plat et on peut mal commencer dans la vie, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment savoir ce qu'on fait avec un prêt étudiant et savoir quelle est la stratégie qu'on va utiliser derrière pour le rembourser, pour sortir de l'argent de la SCI, si c'est fait en SCI ou en nom propre. Il y a toutes ces questions à se poser avant quand même. Mais tu dis pas à la banque que tu vas investir dans l'immobilier avec l'argent. Ok. Non. Ça Et pose d'ailleurs, surtout là, Pardon. oui. Non, je disais, ça pose surtout un problème en termes de relations bancaires. Moi, on m'a déjà posé la question et j'ai dit, c'est quelque chose que je ne ferais pas si j'étais étudiante aujourd'hui. Ouais. Parce que derrière, si tu veux réinvestir, il faut changer de banque. Ouais. Si tu veux garder ton banquier et que tu lui dis, ah, en fait, mon prêt étudiant, j'ai acheté un appart avec, il va te regarder de haut, il va te dire, bah non, en fait, tu te fous de ma gueule. Donc, Ouais, c'est ça. Après, moi, c'était dans une banque où j'y suis allé, je suis rentré dedans, j'ai demandé un prêt, je connaissais pas du tout le banquier, j'ai aucune relation avec lui, il a l'air de pas s'y connaître du tout. Donc voilà, j'ai fait ça. J'ai dit que c'était pour financer mes études, la vie courante, que je partais en stage aux États-Unis, que ça coûtait de l'argent. Donc tout ça, c'est arrivé à une enveloppe de 55 000 euros. Et derrière, voilà, j'ai financé le bien. Après, si on va voir une autre banque pour investir dans un autre bien, la banque, elle va voir, donc la nouvelle banque, pas celle où vous avez fait le prêt étudiant, mais elle va voir que oui, vous avez un prêt étudiant à solder, mais de l'autre côté, que vous avez un bien qui est payé, qui a une valeur de, moi je l'ai acheté 55 000 tout compris. Aujourd'hui, je peux le revendre 70 000 euros. C'est sa valeur qui a été estimée. Du coup, ils vont voir que j'ai un capital de 70 000 euros et un bien payé qui me rapporte des revenus. Ok. Donc ça, c'était un appart? Un appart, Ouais. c'est ça? Donc qui a un appart, cash flow? un studio de 27 mètres carrés qui a un cash flow, ouais, je l'ai mis sur Airbnb, 1 500 euros le mois. Donc, ouais, ça fait un sacré cash flow sur 55 000 euros d'investis, surtout que j'ai pas de mensualité de crédit. Du coup, je paye uniquement l'assurance propriétaire non occupant, les charges de copropriété, la taxe foncière, le comptable. Donc, en soi, ouais, c'est pas mal.